Nous pouvons commencer, le live a été lancé. Parfait. Est-ce que tout le monde est-ce que les panélistes sont déjà connectés ou bien vous n'êtes pas en mesure de le savoir? Bonjour, vous allez bien? Est-ce que les panélistes sont déjà connectés? Bonjour Ndeye Khady et Gansondre Bernadette. Bonjour, bonjour, prof. Alors, juste une petite clarification. Moi, je ne fais pas partie des intervenants. Donc, voilà. Bonjour Bernadette, comment allez-vous? Bonjour, vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Oui, bonjour. Oui, monsieur. Il y a de l'écho. Coupez le micro. Il y a toujours de l'écho. Est-ce que quelqu'un peut vous aider avec les soucis techniques? Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir coupé le micro le temps de régler le souci technique. On peut prendre peut-être 3 à 5 minutes, le temps que le souci technique soit réglé pour qu'on puisse démarrer, espérant aussi que les autres participants pourront nous rejoindre d'ici là.
Bonjour Bernadette. Moi, j'aurais préféré que utiliser votre machine, vous communiquez. On va arrêter ça d'abord. Est-ce que Zida Abdourazak et Savadogo Rasmata sont déjà connectés? Est-ce que Yamancien Karama est aussi connecté? Pour le moment, nous avons Bernadette. Bernadette, est-ce qu'on peut faire un test? Oui, je suis là. Parfait. Il y a de fortes chances qu'on démarre avec vous. Est-ce que vous êtes... Bernadette, vous me direz si vous êtes prête. Bernadette, vous me direz si vous êtes prête. Monsieur le modérateur, juste 30 secondes. D'accord, c'est noté. Monsieur le modérateur, moi, je suis prête. Parfait. Alors, on va lancer cette session en live. Désolé à tous les participants à ce panel pour le retard dû à un problème technique, un problème de décalage horaire. Alors, cette session, elle est particulièrement importante parce qu'elle se penche... D'abord, je me présente, je suis le docteur Papa Farah Diallo. Je suis... Oui, bah, vous pouvez éteindre votre micro. Comme ça, vous pourrez rallumer le micro au moment où vous prendrez la parole.
Bonjour Sidi. Sûrement le modérateur le voici. J'ai pris le lien là. Alors, Bernadette, je disais Bonjour à tout le monde. Bonjour Aboubakr. Je disais que vous pouvez éteindre votre micro le temps que j'introduise la session et après, je vous donnerai la parole en premier. Apparemment, lui, il m'a créé des ennuis. Bernadette, est-ce que vous nous entendez? Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je disais que je m'appelle Papa Farah Diallo. Je suis maître de conférence titulaire en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je suis aussi chercheur au laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique et diaspora, le LASPAD, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et qui est partenaire de ce programme. Et dans le cadre du LASPAD, je suis le directeur scientifique du programme Local Démocratie. Alors, c'est pour moi un plaisir de modérer cette session qui est particulièrement intéressante parce que c'est une session qui se penche sur les réponses locales face à la violence et à l'insécurité. C'est extrêmement important dans le cadre des stratégies de résilience communautaire de revenir à des approches endogènes, à des approches locales, communautaires, qui permettent de juguler la conflictualité, de juguler les menaces sécuritaires qui frappent nos pays, notamment au niveau du Sahel ou en Afrique centrale. En s'appuyant sur des pratiques endogènes, des formes d'organisation communautaire et des engagements citoyens, cette session cherche à mettre en valeur les dynamiques locales de résilience portées principalement par des jeunes. L'objectif de cette session consiste à montrer que les solutions peuvent également venir du bas dans un cadre de solidarité territoriale. Ce que Jean-François Bayard appelait la politique par le bas, et ici un paradigme qui permet de voir comment est-ce que les sociétés africaines, à partir des initiatives de jeunesse, cherchent à prendre leur revanche sur les approches top-down et commencent à implémenter des solutions endogènes qui permettent de lutter contre l'insécurité et de permettre aux communautés d'être beaucoup plus résilientes. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui sera au menu de cette session qui, nous l'espérons, sera riche en échanges et en interaction. Je voudrais, sans plus tarder, donner la parole à Madame Bernadette Gansore, qui va nous entretenir du thème intitulé « Soutien patriotique des Wayimans contre l'insécurité ». Je vous donne la parole pour que vous puissiez d'abord vous présenter, présenter votre structure, et après cela, vous pourrez enchaîner avec votre présentation. Je rappelle que chaque intervenant a 10 à 15 minutes pour faire sa présentation. Madame Bernadette, vous avez la parole. Bernadette, est-ce que vous nous entendez? Bien sûr. Tu vois que c'est lui-là qui parlait, qui appelait mon nom là. Hein? Quelle parole et puis moi je ne reçois rien. Je vous entends très bien, Madame Bernadette. On vous entend. Mais moi je n'entends rien. Monsieur le modérateur, vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. On dirait lui, il a pris mon son là-bas.
Vous entendez, merci. C'est bon maintenant. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends sur le live. Oui. Voilà. Je disais que après cette introduction à la session, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter votre structure et enchaîner avec votre présentation qui porte sur le soutien patriotique des Wayans contre l'insécurité. Vous avez maximum 10 à 15 minutes pour votre présentation. Ça marche, monsieur le modérateur. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. D'accord, super. Moi, c'est Bernadette Gansomoré. Mais vous n'êtes pas en mode diaporama. Je viens d'activer le mode présentation. Oui, sûrement ça viendra. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Donc, ce travail que je vais partager avec vous, c'est un travail collaboratif avec Dr Niento. Et notre communication s'intitule « L'émergence d'une nouvelle forme de soutien patriotique au Burkina Faso des Waïs ». La présentation va glossature, d'abord une introduction, ensuite la problématique, les résultats, une discussion et enfin la conclusion. En introduction, nous commençons par cette mise en contexte pour dire que la première attaque terroriste a eu lieu au Burkina Faso à Ouagadougou en 2015. Initialement localisées dans la capitale, il faut dire que ces attaques-là se sont étendues sur l'ensemble du territoire. Et à la recherche des solutions endogènes, il y a eu 2 coups d'État que le Burkina a enregistrés. Et le constat est visible que le deuxième coup d'État a été bien apprécié par la population. Et cette population pense enfin que voici un bon fils du pays pour gérer le destin du pays. Dans ce contexte où les Burkinabés croient en la venue de ce bon fils, un néologisme a intégré le vocabulaire des Burkinabés. Je reçois l'écho. Allô? Oui, on vous entend. Bernadette, on vous entend. Donc, je disais qu'à partir de 2023, un néologisme a intégré le vocabulaire des Burkinabés et il s'agit du... La présentation est figée. Juste vérifier si vous êtes toujours en mode présentation ou pas, à mon niveau. Je ne sais pas pour les autres. Sinon, vous pouvez continuer en attendant qu'on règle ça. D'accord. Et c'est de ce constat que nous formulons la question principale suivante. Je vais vous épargner des questions spécifiques pour gagner en temps. Et cette question principale est bâtie sur une hypothèse de recherche et la principale stipule que la gouvernance du président Ibrahim Traoré bénéficie d'un fort soutien populaire chez les jeunes à travers le mouvement des Waïs, qui est perçu ici comme une expression de
patriotisme et d'autres. L'objectif que nous faisons est analyser ce groupe de notre richesse. Nous avons convoqué la sociosémiotique d'Eric Landowski. Il s'agit d'une théorie qui analyse les productions de sens et les discours ainsi que les pratiques sociales. Et cette théorie également analyse les interactions entre les acteurs, à savoir les gouvernés et les rapports qui existent, et d'autre part, que nous avons suivi, nous avons comme méthode de collecte de données, nous avons opté pour l'observation non participante dans les villes et campagnes. Donc, nous avons investigué les espaces de mobilisation et d'expression des Wahiens, notamment les manifestations, les forums publics et les ronds-points qui constituent désormais les dortoirs des Wahiens. Ensuite, nous avons investigué également l'espace virtuel à travers les réseaux sociaux qui constituent également le lieu d'expression de ces jeunes. Comme résultat, nous présentons tout d'abord le profil sociologique des Wahiens. Qui sont-ils? Il faut noter que les Wahiens, c'est une jeunesse urbaine et rurale. Les Wahiens regroupent des acteurs issus de toutes les catégories socio. Madame Bernadette, on vous a perdu. Apparemment, elle est à Yaoundé. Je ne sais pas si les techniciens nous entendent du côté de Yaoundé, mais si vous pouvez régler le problème. Je crois qu'il y a un souci de connexion à Yaoundé. Il doit y avoir une connexion. Oui, il y a des soucis de connexion apparemment, oui. J'étais à Yaoundé en 2022, mais on avait le même problème de connectivité. Je pensais que c'était réglé depuis lors, mais bon, apparemment... Pas du tout. Ndeye Khady, est-ce que tu m'entends? Ndeye Khady, tu es encore là? Apparemment, elle aussi, elle est déconnectée. Sidik, tu as travaillé dans l'organisation, tu as travaillé dans la préparation. Bon, juste, elle est de retour. Ah oui, elle est de retour. Vous êtes de retour, Madame Bernadette. Allô, Bernadette, vous nous entendez? Allô, on me reçoit? Oui, on vous reçoit très bien. D'accord, vraiment, je suis désolée pour cet incident. Non, il n'y a pas de souci, vous étiez sur une bonne lancée. Donc, j'étais en train de présenter les résultats en m'intéressant au profil sociologique des Wahiens. Qui sont-ils? Les Wahiens représentent une jeunesse urbaine et rurale. Ce sont des acteurs issus de toutes les catégories socio-professionnelles de tout âge. J'y ai rencontré des élèves, des étudiants, des commerçants, des artistes,
des influenceurs et quelques acteurs du monde formel, du secteur formel, c'est-à-dire les fonctionnaires. À présent, quel est le contexte dans lequel le wahiyanisme a émergé? Il faut noter que les wahiyans ont vu le jour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une multiplication des attaques terroristes et le sentiment d'abandon de l'État. On a le maintien du Burkina Faso dans la pauvreté depuis les années 60 au lendemain des indépendances, ce qui a plongé la population dans le désenchantement. Et enfin, nous avons l'espoir d'un changement qui a été incarné par un leadership militaire jeune, une réincarnation de Thomas Sankara qui lui-même fut une idole. Et à présent, nous nous intéressons aux formes d'expression de soutien patriotique. Tout d'abord, comment les Wahiyans expriment leur soutien au président Ibrahim Traoré. Tout d'abord, nous pouvons noter des rassemblements, des veillées au niveau des ronds-points et d'autres endroits stratégiques de la capitale. Deuxièmement, nous avons une présence de symboles visuels, des drapeaux qui valorisent l'autonomie et la rupture avec l'ordre colonial, le choix de nouveaux partenaires à travers la présence de leurs drapeaux dans des coins stratégiques. Et là, nous avons ici des images qui montrent l'inauguration des ronds-points AUS. Nous avons la commune rurale de Boudry et la commune rurale de Nedgo. Donc, à peu près dans chaque commune rurale et urbaine, nous avons désormais des ronds-points AUS. Troisièmement, nous avons un fort usage des réseaux sociaux par les Wahiyans comme outil de mobilisation et de visibilité remarquable. Ce mouvement à travers les réseaux sociaux a vraiment donné une grande visibilité au Burkina Faso et au président lui-même à l'échelle internationale. Et comme exemple de mobilisation, nous avons ce qui s'est passé le 30 avril 2025. En quatrième position, nous avons une participation des Wahiyans à des actions citoyennes, notamment les nettoyages des villes, des mobilisations, des soutiens au FDS et au VDP ou encore des initiatives communautaires qui valorisent le leadership du président Traoré à l'échelle internationale. Enfin, nous avons des discours produits par les Wahiyans qui exaltent la souveraineté nationale et l'autodétermination. Il convient à présent d'affirmer, au regard de ces résultats, que le wahiyanisme est une nouvelle forme de démocratie populaire au Burkina Faso, car on note le rejet des formes institutionnelles classiques. On note le rejet des formes institutionnelles classiques de participation politique. On note la valorisation du lien direct entre le peuple et les leaders. On note également une critique et un rejet du néocolonialisme et des influences extérieures. En discussion, nous disons que l'analyse montre que le wahiyanisme dépasse le simple cadre d'un soutien patriotique et politique. C'est un mouvement qui incarne une prise de conscience collective face aux défis socio-économiques et politiques du Burkina Faso. Il s'agit d'une mobilisation qui peut être vue comme une réponse à un vide longtemps légitimé, laissé par les élites politiques précédentes. Toutefois, ce mouvement soulève aussi des interrogations sur les risques de dérive autoritaire ou de récupération idéologique
de cette ferveur militaire. Et nous parvenons à la conclusion pour dire que le mouvement des Wahiyan, en tant que forme contemporaine d'engagement populaire et patriotique actif, révèle une recomposition des rapports entre jeunesse, pouvoir, nation et au Burkina Faso. Loin d'être un simple soutien conjoncturel à un régime militaire, le mouvement des Wahiyan s'apparente à une tentative de réappropriation du destin collectif par une jeunesse en quête de souveraineté. Toutefois, cette dynamique soulève des interrogations sur la durabilité d'un tel engagement et sur ses conséquences pour le processus démocratique du Burkina Faso. Je vous remercie pour cette attention soutenue. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bernadette Gansombre, pour cette présentation très intéressante sur le soutien patriotique des Wahiyans contre l'insécurité au Burkina Faso. Je ne les entends pas où vous allez essayer de me faire le rapport. Oui, on vous entend bien. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous ne nous entendez pas. C'est bon maintenant, vous nous entendez? Oui, monsieur le modérateur. Parfait. Bah, je disais que on vous remercie pour cette belle présentation sur le soutien patriotique des Wahiyans contre l'insécurité au Burkina Faso. Nous voyons depuis quelques temps, depuis quelques mois, voire plus, des mobilisations sociales au Burkina Faso en soutien au président Ibrahima Traoré. Et cette présentation que vous venez de nous offrir nous donne une idée beaucoup plus précise sur la sociologie de ces mouvements sociaux, c'est-à-dire d'abord sur qui sont ces Wahiyans, qui sont ces jeunes patriotiques qui se mobilisent en soutien au président Ibrahim Traoré, excusez-moi, quels sont leurs profils, mais aussi quels sont les répertoires d'action que ces jeunes mobilisent pour pouvoir apporter leur soutien patriotique au président burkinabé. Vous avez aussi essayé dans la discussion de montrer comment est-ce que on peut envisager la durabilité d'un tel mouvement, c'est-à-dire dans quelle mesure ce mouvement peut s'inscrire dans une temporalité pour continuer à soutenir le président burkinabé. Et il y a une question fondamentale qu'on peut se poser. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une forme de récupération politique ou bien une forme d'instrumentalisation politique de ce mouvement par les autorités de la junte au pouvoir, ou bien est-ce qu'il ne s'agit pas en réalité d'une forme de populisme que les autorités burkinabées cherchent à entretenir pour pouvoir se construire une certaine légitimité au niveau international? Voilà les quelques points que vous avez soulevés et qui nous paraissent extrêmement intéressants. Sans plus tarder, peut-être qu'on peut donner la parole aux participants à ce live qui souhaiteraient intervenir suite à votre présentation. Et après cela, on pourra vous redonner la parole pour que vous puissiez apporter quelques éléments de réponse. Mais apparemment, elle nous a encore quittés, hein, c'est ça. Oui, normalement, elle doit être là en audio. Je vais cru voir qu'elle nous suivait uniquement en audio. Oui. Si elle nous entend? Bernadette, vous êtes encore là? Bon, on va attendre quelques... Je suis là, seulement que je n'ai pas bien saisi la question. Non, en fait, on n'a pas encore posé de questions. Je faisais juste la synthèse de votre présentation.
que nous avons trouvée particulièrement intéressante et stimulante, parce que je disais que depuis quelque temps, nous voyons des mobilisations sociales au Burkina Faso. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai discuté avec mon collègue burkinabé qui me disait que les mobilisations ne faiblissent pas, notamment au niveau des ronds-points à Ouagadougou et dans d'autres localités, pour permettre à ces jeunes d'apporter leur soutien aux autorités. Et on se disait que on avait du mal à définir un peu la sociologie de ces mouvements sociaux au Burkina Faso, mais votre présentation nous a permis de connaître les profils de ces jeunes, les profils divers, hein, de ces jeunes qui occupent les rues et qui décident d'apporter leur soutien au président Ibrahim Traoré. La deuxième chose que nous avons appris de votre présentation, c'est que ça nous a permis un peu de connaître les répertoires d'action de ces jeunes dans le cadre de ces mobilisations collectives. Ça, c'est extrêmement important. Au-delà de la présence physique au niveau des ronds-points et des axes stratégiques du pays, ces jeunes sont aussi présents dans les réseaux sociaux. Et vous avez bien expliqué comment est-ce que ces jeunes utilisent ces réseaux, l'espace physique comme l'espace virtuel, pour pouvoir continuer à jouer un rôle de soutien patriotique et à lutter contre l'insécurité au niveau du Burkina Faso. Et le dernier élément de votre présentation est particulièrement stimulant parce que vous avez essayé de discuter vos postulats en vous posant la question de savoir est-ce que la junte au pouvoir ne risque pas d'instrumentaliser politiquement cette jeunesse mobilisée en soutien, ou bien est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un travail d'encensement du populisme de la junte à travers cette instrumentalisation justement de ces jeunes patriotiques, de cette jeunesse patriotique-là qui cherche à défendre le régime et à lutter contre l'insécurité. Voilà un peu les quelques points que nous avons retenus de votre présentation. Sans plus tarder, nous allons peut-être donner la parole aux participants à ce live qui veulent interagir avec vous et poser des questions ou apporter des éléments de critique ou des compléments d'information par rapport à votre présentation, à la suite de quoi on vous redonnera la parole pour que vous puissiez apporter quelques éléments de réponse ou des compléments d'information. Alors, qui souhaiterait prendre la parole? Sidik? Oui. Oui, vous voulez prendre la parole? Je m'interroge beaucoup plus dans le rôle de ces jeunes-là dans la résilience face à la violence. C'est quoi le comportement de ces jeunes? Est-ce que c'est que dans la capitale Ouagadougou? Et si c'est que dans la capitale Ouagadougou, est-ce que ces jeunes-là, ils ont des rapports avec les VDP sur les terrains, par exemple? Est-ce que ils ont un lien? Moi, par exemple, ça m'intéresse. Parce que la thématique que moi j'analyse ensuite, c'est la résilience communautaire, mais la résilience communautaire dans la violence. Et oui, je voudrais savoir si ils ont un lien. Très bien. Merci beaucoup. Qui d'autre voudrait prendre la parole? Donc, Bernadette, vous pouvez prendre note. Il a posé 2 questions intéressantes. Vous pouvez prendre note. D'abord, est-ce que ces mouvements, on les voit seulement au niveau de la capitale ou bien est-ce qu'il y a d'autres
espaces de déploiement de ces jeunes patriotes à travers le pays en soutien au régime? Ou bien, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est la résilience face à la violence et face à l'insécurité, véritablement. Comment est-ce que ces jeunes travaillent à soutenir les efforts du régime en matière de résilience face à la menace terroriste, face à la violence, face aux groupes armés qui menacent l'intégrité du territoire, mais aussi comment est-ce que ces jeunes arrivent à constituer un bouclier ou bien voilà, un espace, à créer un espace sécure, un espace de sécurité pour les populations qui vivent probablement dans une sorte de hantise, hein, quand on parle d'avancée des groupes armés qui cherchent à déstabiliser le régime. Voilà deux questions sur lesquelles on aimerait vous entendre et avoir des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaiteraient prendre la parole? Je vois sur le chat Konkobo Ibrahim qui dit qu'il pense qu'avec l'évolution des choses au Burkina, le terme junte n'est plus aussi approprié. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on laissera le soin à Bernadette d'apporter aussi des éléments de réponse. D'autres interventions? Sinon, Bernadette, vous pouvez... Est-ce que Madame Bernadette... Sylvie, vous voulez reprendre la parole? Non, je me demande si elle nous entend parce que je la vois plus du tout connectée. Ah. C'est vrai qu'il y a des soucis de connexion à Yaoundé. Peut-être que ça va être réglé bientôt. Puisque les autres intervenants au panel, les autres panélistes ne sont pas là, donc on va peut-être... Oui, je vous reçois parfaitement. Est-ce que vous avez saisi les deux questions qui ont été posées par Sidik? Sinon, je peux reprendre les questions. Monsieur le modérateur, j'ai la parole. Oui, vous avez la parole. Si vous avez bien noté les questions qui ont été posées par M. Diakité. Allez-y. D'accord. Alors, la première question, je l'ai entendue à moitié, mais je pense que ça contient la substance de la question, notamment le rôle des jeunes. Est-ce que les Waïans sont tout comme ils sont en milieu rural? Et vous allez voir que les images que j'ai présentées, notamment l'inauguration des ronds-points AES, c'est en milieu rural, la commune de Boudri, la commune de Nergo, c'est carrément au village. Et aussi les images, la petite fille qui a porté avec fierté l'habit où il est écrit Waïan. Voilà, c'est une fille également du milieu rural. Donc, le waïanisme, ce n'est pas seulement un mouvement qui est étendu sur l'ensemble du territoire burkinabé. Excellent. Quant à la deuxième question, quelle est la résilience de ces jeunes face à des gens qui sont résilients et comment ils font face à ces types de violence qui pourraient se présenter face à eux. Il faut noter que ce sont des jeunes, ils ne dorment pas.
vous allez remarquer que les ronds-points sont devenus leur dortoir. Déjà, ça, c'est une forme de résilience. Pour dire qu'ils sont aux aguets pour protéger leur leader. Donc, ils ne dorment pas, d'où même les... Voilà, venir en aide au président. Donc, ce sont vraiment des jeunes résilients. Le fait de se sacrifier, c'est déjà également une autre forme de résilience. En plus, ces jeunes-là sont résilients. Pourquoi? Parce qu'ils eux-mêmes, ils soutiennent le pouvoir de façon financière. Quand vous allez voir, généralement, quand on lance un projet de nettoyage des villes, on vous a perdu, Bernadette. Sidik, il y a quelqu'un qui demande quel est le thème de votre présentation. Votre micro n'est pas ouvert. J'interviens sur le thème du djihad Peul, héritage historique et résilience communautaire dans la violence principalement. Très bien. Donc, après Bernadette, on vous donne la parole, c'est ça? Je suis tout à fait disponible quand vous voulez. Oui, Bernadette, vous êtes de retour? Le thème de notre communication est intitulé comme suit: l'émergence d'une nouvelle forme de soutien patriotique au Burkina Faso, cas des Wahia. C'est ça. Alors, j'avais une question et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Quels sont les rapports entre ces jeunes patriotes dénommés Wahiyans avec... quels sont les rapports entre ces jeunes qui sont déployés un peu partout au Burkina en soutien au régime et les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée. Est-ce qu'il y a une certaine complémentarité entre les deux répertoires d'action et quels sont les rapports que ces jeunes-là entretiennent avec ces forces de défense et de sécurité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, puisque tout à l'heure, en présentant le profil ou bien les profils de ces jeunes Wahiyans, vous avez dit qu'il y en a parmi ces jeunes-là, il y a des commerçants, il y en a d'autres qui sont aussi dans le secteur formel, c'est-à-dire des fonctionnaires, etc. Et vous dites que voilà, ces jeunes ne dorment pas, entre guillemets, passent la majeure partie de leur temps, surtout les nuits, à veiller au grain, au niveau des ronds-points et dans d'autres secteurs stratégiques des villes et des campagnes burkinabées. Comment font-ils pour gagner leur vie? C'est-à-dire les fonctionnaires qui sont parmi ces Wahiyans, les commerçants, etc. S'ils ne dorment pas la nuit,
comment est-ce qu'ils font pour pouvoir être opérationnels durant les journées? Ce sont des questions d'un profane, hein, de quelqu'un qui ne vit pas au Burkina Faso. Voilà, je voudrais avoir des éléments de réponse par rapport à ces deux questions. Oui, Bernadette, vous avez entendu mes deux questions? Je n'ai rien entendu. Je reprends. Alors, la première question, c'est quels sont les rapports entre ces jeunes voyants et les forces de défense et de sécurité? Est-ce qu'il y a une complémentarité dans les répertoires d'action des forces de défense et de sécurité qui sont censées sécuriser les populations et ces jeunes qui veillent pour apporter leur soutien au niveau des ronds-points? Et quand on parle de résilience face à la violence, est-ce qu'il y a une complémentarité entre les mouvements de jeunes voyants et les forces de défense et de sécurité? Est-ce que vous avez noté cette complémentarité sur le terrain? Ou bien, s'il n'y a pas de complémentarité, est-ce qu'il y a des heurts entre les deux répertoires d'action? Et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment est-ce que ces jeunes-là font pour gagner leur vie? Puisque vous avez décliné les profils de ces jeunes, vous avez dit qu'il y a des commerçants parmi ces jeunes, il y a des étudiants, il y a même parmi ces jeunes des gens qui sont du secteur formel, c'est-à-dire des fonctionnaires. Comment est-ce qu'ils font pour gagner leur vie, pour aller travailler, puisque vous dites que ce sont des gens qui ne dorment pas, entre guillemets. Ils passent la nuit au niveau des ronds-points, etc., pour veiller. Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir être opérationnels en journée? Voilà les deux questions que je voulais poser. D'accord, merci, monsieur le modérateur, pour ces questions très pertinentes. Non, ce sont des questions de profane, hein, de quelqu'un qui ne vit pas au Burkina Faso. D'accord, merci surtout pour l'intérêt que vous avez porté à cette communication malgré. Alors, pour la première question concernant le rapport entre les Wahyan et les FDS, est-ce qu'il y a une complémentarité? Est-ce que ces deux acteurs se complètent? Je dirais oui. Sur la base de ce que nous avons pu observer sur le terrain, il faut noter qu'il y a des actions qui sont censées, comment je vais dire ça? Il y a des actions qui devraient être faites par les forces de défense et de sécurité et il se trouve que par moment les Wahyan, voilà, viennent en aide à ces gens-là. Je prends un exemple. Pendant le FESPACO, généralement dans les années antérieures, ce sont les FDS qui sécurisent. Mais le FESPACO de cette année, pour ce que j'ai pu observer, c'est pratiquement les Wahyan qui essaient de cadrer la circulation. Moi, par exemple, j'étais membre de jury à un prix spécial. Et notre salle, là, c'était un peu située vers le premier ministère. Et à partir de 18h, si je ne présente pas de badge de membre de jury, je ne peux pas accéder à ce... C'était au conseil régional. Mais ça, ce n'était pas les FDS, c'était les Wahyan, parce que justement, le conseil régional, c'était à quelques mètres de la présidence. Donc, vous voyez que ce travail-là, c'est un travail qui devrait être fait par les forces de sécurité, mais les Wahyan sont venus en renfort. Côté sécurité, ils ne badinent pas, surtout à certains endroits stratégiques de la capitale. Donc, vraiment, il y a une certaine complémentarité, voilà, entre FDS et sans compter que aussi les VDP, c'est en majorité les Wahyan aussi qui s'enrôlent. Une fois, il y a BF1 qui a fait un reportage sur eux. Ils partent dormir et La connexion à Yaoundé.
Ces temps-ci, c'est pas terrible, hein. Aboubakar, est-ce que tu peux noter l'intitulé de ta présentation sur le chat, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Je vous envoie ça. Il nous reste à peu près 20 minutes pour terminer la session. Donc, Voilà. Est-ce que ça va suffire? Bah oui, on peut avoir un décalage de 10 minutes de plus, hein. Vous avez besoin de combien de minutes pour votre présentation? 10 minutes ou 15? Je ferai le mieux pour rester entre 15 et 10 minutes. Ok, c'est parfait alors. Mm. On attend 1 minute pour voir si elle peut revenir pour répondre à la deuxième question. Sinon, on vous donne la parole. Bah, vous pouvez d'ores et déjà positionner votre présentation, ou bien c'est pas un PowerPoint, c'est le micro n'est pas J'ai ouvert. pas fait de PowerPoint. C'est Je vais bon, vous c'est faire ma parfait. présentation sous forme discutée, comme ça on pourrait interagir plus efficacement. C'est parfait. Euh, Parfait. Bon, mais bah, vous pouvez y aller en attendant que si elle revient, donc on lui laisse le temps de répondre à la deuxième question. ok. Sa D'accord. présentation est très intéressante et les réponses qu'elle a apportées sont aussi très intéressantes. J'ai beaucoup Mm. appris avec cette présentation. Mais bon, on vous donne la parole pour gagner du temps. Donc, vous présentez votre structure et après, vous pouvez enchaîner avec votre présentation. Vous avez exactement 10 à 15 minutes. Ok. Voilà. Alors, déjà, c'est un réel plaisir pour moi de participer à cet événement scientifique international qui réunit des jeunes chercheurs autour de thématiques aussi cruciales que l'engagement communautaire et la résilience. Mais moi, je vais principalement focus mon sujet sur la résilience et l'engagement communautaire dans la violence, parce que c'est ce que j'ai observé sur mon terrain avec les Peuls dans les régions euh, centre du Mali, au Burkina et aussi au Niger. Voilà, du coup, mon intervention s'intitule Djihad Peul entre héritage historique et résilience dans la violence. Et l'objectif, c'est de questionner les continuités et les ruptures entre les djihad Peul des 18e et 19e siècles et certaines dynamiques actuelles avec des acteurs comme Malam Dicko ou alors Amadou Koufa. Mon propos va être structuré autour de trois axes. Le premier axe va concerner les Peuls avant leur islamisation et avant les djihad. Pour ce faire, je vais me focaliser sur les travaux de Aboubakry Moussalam dans son livre L'origine des Peuls, ainsi que ceux de Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou barbarie, ou encore dans Civilisation africaine précoloniale. Le deuxième axe sera autour de la construction de l'identité djihadiste Peul qui s'est passée pour moi, selon moi, entre 18e et 19e siècle. Et je m'appuie ici. Je donne les sources en même temps parce que je vais pas revenir après quand on va commencer à parler. Donc oui, dans cet axe-là, je vais considérer les bouquins de Félix Dubois, Tombouctou la mystérieuse, les récits de Amadou Hampâté-Bâ, les chroniques Tariq el-Fitash, Tariq el-Soudan, euh, le livre Le Djihad de El Hadj Omar Tall de David Robinson, mais aussi quelques volumes de l'histoire générale de l'Afrique publiés par l'UNESCO. Au niveau du troisième axe, ça sera principalement l'observation et puis la mise en lien de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire de mon terrain, de ce que j'ai vu sur le terrain, et aussi les travaux de Adam Thiam sur le centre du Mali,
il s'agira d'analyser cet héritage contemporain des djihad en m'appuyant justement sur le travail contemporain qui a été fait, c'est-à-dire non seulement par moi-même dans mes travaux de recherche doctorale, mais aussi par Adam Thiam, qui était un journaliste très pertinent, qui a été l'un des premiers à pointer le centre du Mali comme épicentre du djihad Peul au Mali. Alors, là, maintenant, je vais commencer. Je sais pas si le modérateur, il est là. Ok, 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 ok. Bah oui, je vous Ok. entends très bien. Je vous voyais plus. Je vous voyais plus. Euh, alors, les Peuls avant les djihad du 18e et 19e siècle, déjà, j'aimerais faire un petit rappel qui est très important concernant la communauté Peul. C'est de mettre fin aux théories de leur origine externe au continent africain. Et pour ce faire, Cheikh Anta Diop et Aboubakry Moussalam ont été très pertinents dans les livres que j'ai cités plus tôt. Alors, pour ces deux auteurs, les Peuls viennent de Kemet ou de Kama, qu'on peut traduire par Égypte antique, Égypte pharaonique. Ils ont une cosmogonie propre, une spiritualité traditionnelle propre et un système politique propre qui a été toujours le socle de leur identité jusqu'à leur islamisation. Comme je le disais, ce rappel est important pour aider à mettre fin aux différentes théories qui donnent aux Peuls des origines externes au continent africain. Alors, avant les djihad du 18e, 19e siècle, les Peuls étaient principalement vus comme un peuple pastoral nomade qui vivait en marge des cours royales et des grandes places marchandes. Les Peuls étaient, étaient des populations pour la vassaliser parce que les grands ensembles qu'il y avait dans la région ne laissaient pas d'espace à des petits royaumes Peuls pour dominer quoi que ce soit. Donc, à cette période, les Peuls étaient principalement des vassaux. Ils n'avaient pas de pouvoir de domination hégémonique dans la région. Et d'autres sources, comme je le disais, les manuscrits de Tombouctou, les chroniques de Kano, les Tariq el-Fetash, Tariq al-Soudan, font partie des plus anciennes sources qui parlent des Peuls. Et quand ces sources-là parlent des Peuls, ils décrivent les Peuls non seulement comme des gens qui vivaient en marge des cours et des grands centres de civilisation, mais aussi les auteurs du Tariq disaient précisément que les Peuls étaient principalement caractérisés par leur indifférence à l'égard de la foi islamique et leur tendance à attaquer les fermes et les centres civilisés. Ce qui est vraiment en contraste avec la réalité des Peuls aujourd'hui. Même s'ils continuent à être dans la transhumance et un peu dans le nomadisme, leur intérêt pour la foi islamique est à un autre niveau, comparé à ce que c'était euh, avant l'islamisation. Les auteurs du Tariq el-Fetash rajoutent que avant l'invasion de l'empire Songhai par Youder Pacha, ce sont les attaques répétées des Peuls contre l'empire qui affaiblit ce dernier, ce qui va faciliter ensuite les visées impérialistes du royaume chérifien de la dynastie saadienne. De même, les auteurs du Tariq el-Fetash décrivent les Peuls du Massina principalement, dans le centre du Mali, comme des païens sans structure sociale et aptes à être asservis. Pourtant, on sait bien que les Peuls avaient des royaumes de traditionalistes à l'époque. Si je me rappelle bien, des deux côtés de la rivière, c'est-à-dire il y avait le Kunari et le Massina, si je ne me trompe pas. Ces deux royaumes existaient, mais le fait qu'ils soient indifférents à la fois islamique, à un moment de l'histoire, a poussé les auteurs, les différents auteurs musulmans qui ont écrit sur les Peuls à les décrire de la sorte. Je fais ce rappel juste pour mettre un point d'honneur à préciser que les Peuls, au-delà de leur islamisation plutôt récente, ils ont toujours eu cette spiritualité traditionnelle, des systèmes politiques d'organisation sociale qui ont toujours été la base de leur identité. La petite critique que je peux adresser aux auteurs du Tariq, justement, c'est ça, c'est le fait qu'ils soient très acerbes. Généralement, quand on lit les Tariq al-Fetash, on s'en rend compte qu'ils sont très acerbes à l'égard de ceux qu'ils considèrent comme des païens.
C'est surtout le cas de Soni Alibert, le dernier ou l'avant-dernier empereur du Sanghaï, qui a été décrit de la pire des manières dans ses bouquins. Donc, il faut toujours, quand on prend ce genre de bouquins historiques, essayer d'avoir une certaine neutralité dans l'analyse. Alors, je passe rapidement au deuxième point, qui est la construction du djihadisme Peul, la construction de cette identité-là. Alors, pour moi, cette construction de cette nouvelle identité, parce que les Peuls avant, on l'a vu, ils étaient plutôt, je dirais, repliés sur eux-mêmes et concentrés sur la pratique de leur valeur spirituelle, avec le nomadisme, la vache au centre de leur spiritualité. Donc, je disais du coup que pour moi, la construction de la nouvelle identité Peul commence avec la naissance de la première hégémonie Peul, qui est l'empire des Nianké. Cet empire va prouver que les Peuls peuvent s'imposer aux autres communautés. Et cette première étape, pour moi, elle est très importante. Parce que c'est à partir de là que les Peuls vont commencer à prendre confiance, je dirais, dans la sous-région et à imposer successivement, après ce premier empire qui est un empire traditionnaliste. Dans la littérature, on dira un empire païen parce que cet empire était dirigé par Silatigi, qui était titre de traditionnaliste, le Silatigi Tengdela, et ensuite son fils Koli. Et tout cela, je situe tout cela au niveau du 15e siècle. Alors, la deuxième étape de la construction de cette identité djihadiste Peul est l'islamisation rapide en fait de la communauté, l'adoption de l'idéologie guerrière au nom de Dieu et l'islamisation aussi qui va venir légitimer leurs différentes conquêtes et aussi asseoir une aura de sainteté autour de ces grands leaders qui vont faire les djihad. Alors, les djihad Peul qui ont émergé au XVIIIe siècle, le premier dont je me souviens, c'est le djihad de Suleiman Ba et de Abdul Kader Kane, qui est aussi vu comme une révolution au Torodo. Les Sénégalais qui me suivent savent, parce que Suleiman Ba est un visage historique très important pour le Sénégal. Donc, je disais que le premier djihad sera porté par Suleiman Ba et par Abdelkader Kane, qui vont venir contre l'empire païen des Nianké. C'est à la suite de ce premier djihad que d'autres suivront, avec El Hadj Omar Tall, etc. Mais avant d'arriver là, je voudrais porter une attention particulière à une prophétie qui a été largement répandue dans le Soudan et qui va aussi venir contribuer à la formation de cette identité djihadiste Peul. C'est ce que Bertrand et Lital dans le volume de l'histoire générale de l'Afrique publié par l'UNESCO ont appelé le Moudjahid. Alors, c'est quoi le Moudjahid? Le Moudjahid, c'est 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 un saint inspiré par Dieu pour restaurer l'islam dans son état originel. Alors, il faut dire que cette prophétie-là était très, très populaire dans le Soudan à cette époque, 17e, 18e, 19e siècle. Ce qui va façonner l'agenda de plusieurs djihadistes Peuls dans la région. Alors, selon la tradition, cette prophétie-là trouve son origine dans un hadith qui a été rapporté dans le Sunan Abu Daoud, qui est l'un des 6 grands recueils de hadiths, les hadiths sahih, qui expliquent la tradition du prophète de l'islam. Alors, ce hadith qui se trouve dans le livre 38, Kitab al-Malahim, énonce que le prophète aurait dit: Allah suscitera pour sa communauté, au bout de chaque 100 ans, quelqu'un qui va venir rénover sa religion pour elle. Justement, c'est la diffusion et l'utilisation opportuniste de cette prophétie-là dans le Sahel qui va conduire à l'émergence de courants djihadistes
mais aussi à la formation de cette identité djihadiste Peul-là. Parce que beaucoup, dont Sékou Amadou, vont s'appuyer sur ces justifications pour légitimer leur action de violence, de conquête politique, économique, etc. dans le Sahel. Je conclus cette partie juste en disant que c'est l'irruption du colon blanc qui met fin aux différents djihad dans le Sahel, aux différentes théocraties en Afrique de l'Ouest. Et avec l'arrivée du colon, c'est un autre processus d'épistémicide et d'acculturation qui commence encore pour l'Afrique. Le troisième point, j'essaie de faire une petite analyse entre les djihadistes Peul du passé et ceux du présent. Excusez-moi de ne pas être très exhaustif dans tous mes propos, je ne peux pas parce que le temps ne me le permet pas. On pourra en discuter après. Ce dernier point-là, c'est principalement pour dire en quoi est-ce que les djihadistes du passé influencent ceux du présent et en quoi ceux du présent se légitiment ou alors se revendiquent de ceux du passé. Alors, il faut dire que les djihadistes Peul du passé ont profondément marqué l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif du peuple Peul en général. Et ils influencent encore aujourd'hui les formes contemporaines de violence djihadistes dans la région sahélienne. Parce que Amadou Koufa s'est clairement revendiqué de Sékou Amadou. Il a clairement dit que il voulait lutter dans l'objectif de la renaissance de cet empire-là. Et ce lien historique, comme je le disais, repose sur la mémoire idéologique et religieuse qui est constamment réactivée. Constamment réactivée parce qu'on relate toujours comme des saints des acteurs djihadistes du passé, comme El Hadji Bartal, comme Sékou Amadou, comme Samori Touré. Quand on donne cette aura à des gens qui ont eu à faire ce genre d'action dans le passé, il ne faut pas s'étonner, pour moi, il ne faut pas s'étonner de voir un backslash, c'est-à-dire que ces idoles du passé aient des impacts, des influences sur l'action de ceux du présent. Aussi, j'ajoute que les djihadistes Peul actuels sont souvent issus de groupes historiquement esclavagisés, comme les Rimaïbé. Alors, les Rimaïbé, c'est un cas intéressant parce que, justement, à l'époque des 18e et 19e siècle, quand les djihads se passaient et qu'il y avait des captifs, ces captifs euh, faisaient partie du butin de guerre. Ils étaient dépersonnalisés, esclavagisés, vendus, soumis. Et c'est les descendants de ces gens-là aujourd'hui qui vivent en marge de la société Peul, qui n'ont jamais été vraiment intégrés, qui sont au cœur de la violence. C'est eux qui portent aujourd'hui cette révolution. Merci de conclure. Le temps joue contre nous. Vous avez fait plus de 15 minutes déjà. Je conclus. Je disais que justement, c'est les Rimaïbé qui sont au cœur de la révolution djihadiste actuelle, qui sont la cheville ouvrière principalement. Même s'il y a d'autres communautés, je ne dis pas qu'il s'agit des Peuls exclusivement, ça serait une vue d'esprit, ça serait mentir. Mais c'est principalement ceux-là qui portent la lutte. Et l'objectif est clairement de renverser la hiérarchie sociale et de se fabriquer une nouvelle élite. Alors, bon, j'ai conclu rapidement pour dire que historiquement, l'islam a joué un rôle central dans la domination des États Peuls. C'est un fait historique indéniable, en légitimant leur conquête, en structurant leur pouvoir autour d'une loi divine. Cette islamisation a transformé en profondeur leur vision du monde, en supplantant le culte pastoral traditionnel et en ancrant leur légitimité dans une idéologie universaliste. Comme le note Thierno Diallo dans son livre Migration des Peuls de 1972, l'adoption de l'islam répondait à la volonté des Peuls de s'émanciper de leurs conditions de vassalité, de s'adapter à un contexte social, politique en mutation en Afrique de l'Ouest depuis la chute de l'empire du Ouagadougou à travers l'invasion des Maures et des Arabo-Berbères. Merci bien, je conclus là. Très bien. Merci beaucoup, très cher. Ça a été très long, pardon. Très cher Aboubakar Siddiq Diakité. Ça a été très intéressant. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et je pense que ceux qui suivent le live aussi ont pris du plaisir à vous écouter.
vous avez adopté une approche à la fois socio-historique, mais aussi une approche qui permet, à partir d'une hypothèse forte que vous avez présentée, déduire comment est-ce que l'islamisation des Peuls a été un rempart pour ces communautés contre la domination pastorale, mais aussi contre certaines violences qui guettaient ces communautés-là. Vous avez aussi parlé de la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal, qui a été et continue aujourd'hui encore d'être cité comme modèle de révolution démocratique, parce qu'effectivement, on retrouve chez Thierno Souleymane Baal un certain nombre de préceptes démocratiques, de principes démocratiques qui sont toujours d'actualité, notamment la question de la limitation des mandats à 2, entre autres questions qui agitent aujourd'hui l'actualité quand on parle d'hyperprésidentialisme, du syndrome du mandat de trop. Il y a de cela quelques siècles, Thierno Souleymane Baal avait déjà théorisé le principe de la limitation des mandats à 2. Donc, effectivement, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre de votre présentation. Moi, j'aimerais bien même approfondir mes connaissances sur le djihad Peul et l'héritage historique. Comment est-ce que cet héritage historique du djihad Peul permet à ces communautés de travailler à leur résilience dans la violence. C'est extrêmement important. J'aimerais bien lire votre papier parce que ça m'intéresse beaucoup, cette approche socio-historique. Donc, je prendrai un grand plaisir à lire ce papier. Malheureusement, on n'a plus de temps et j'ai bien peur que le live se termine. On a débordé de 2 minutes et j'espère qu'ils permettront aux uns et aux autres de pouvoir poser des questions. Pour que vous puissiez rebondir sur un certain nombre d'éléments. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui souhaiteraient intervenir? Je crois que la majeure partie des participants sont à Yaoundé et que là-bas, il y a des soucis de connexion. C'est pour ça que, parce que c'est en vie modale, je crois qu'il y en a qui sont en prêt, parce que j'ai vu qu'il y avait un amphithéâtre derrière quand Bernadette prenait la parole et il y avait de sérieux problèmes de connectivité. C'est pour ça. Mais bon, vous et moi, on va continuer les échanges, parce que moi, j'aimerais bien lire ce travail. Vous avez utilisé des références de la Sunna. Oui, c'est... Oui, vas-y. C'est très important le travail que je fais. Je ne pourrais pas que me limiter à une recherche historique parce que l'histoire, parce que les gens utilisent une idéologie. Cette idéologie a une histoire. Mais au-delà de cette histoire, il y a des références spécifiques, organisées, rédigées qui sont là, qu'il faut aller chercher, comprendre et analyser. Parce que cette prophétie-là, justement, a été un facteur très important dans le Soudan à l'époque là, du 17, 18, 19e siècle. C'était comme aujourd'hui, il y avait une ferveur djihadiste, il y avait une ferveur révolutionnaire islamiste. Les gens souhaitaient, et cela, la conclusion d'ailleurs nous le rappelle, l'empire du Ouagadougou a été détruit à cause de ce même processus-là. Les Maures et les Arabo-Berbères sont arrivés avec l'islam, mais aussi avec l'épée, avec une volonté de conquête. Ils ont échoué une première fois, mais ils ont ensuite été intégrés au royaume, qui leur a permis de comprendre comment les gens vivaient, et bien ensuite de faire une vraie révolution qui va venir détruire pour de vrai l'empire du Ouagadougou. Et après cette destruction-là, tous les empires qui vont suivre vont faire face à la ferveur de la révolution islamique, que ce soit le Mali,
que ce soit le Songhai, parce que le Mali a été détruit à cause de ça, quelque part. Le Songhai va être détruit ensuite par Youder Pacha, par la dynastie saadienne, avec des logiques impérialistes de domination, va vouloir s'étendre jusqu'au Songhai. Et ça continue. Après la destruction du Songhai, l'Afrique de l'Ouest va être dans un état de déliquescence. Il n'y aura plus jamais de grands empires. Il n'y aura plus jamais de grands empires. Bien Ceux sûr. qui vont prendre la relève, ce sera les théocraties maintenant. Les différentes théocraties du Fouta Toro, du Fouta Djallon, du Sokoto, du Massina. Et je disais ensuite, ce processus-là de révolution va ensuite être arrêté avec l'arrivée des colons. Donc, en fait, ce papier, au-delà de l'identité de Gérald Peul, j'analyse aussi un processus d'épistémicide qui s'est fait en 2 étapes. En 2 étapes parce que l'acculturation et l'adoption de la culture arabo-islamique est venue quelque part détruire la culture africaine. Parce qu'on dit qu'il faut prendre la culture africaine, la culture arabe, pas la culture arabe et les textes, et supprimer tout ce qui n'est pas en accord avec l'autre. Ça, c'est déjà un premier processus d'épistémicide, selon moi, et qui est un épistémicide volontaire. Au-delà de ça, ce deuxième processus qui sera entamé, ce sera avec l'arrivée des colons, parce que eux, quand ils arrivent, ils mettent fin au processus de révolution islamique qu'il y a dans le Soudan occidental et vont imposer une nouvelle logique. Et en imposant cette nouvelle logique, c'est une nouvelle épistémologie qui arrive encore et qui va venir freiner l'épistémologie africaine, freiner l'épistémologie arabo-musulmane et mettre en place l'épistémé occidentaux-chrétienne. Donc, au-delà même de l'analyse de l'identité Peul, c'est l'analyse d'une double épistémicide qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Parfait. Merci beaucoup, très cher Aboubakar Siddiq Diakité. Ça a été un immense plaisir. Je suis en train d'écrire dans le chat en disant que si vous pouvez m'envoyer votre papier, je serai heureux de le lire. Je vous ai envoyé dans le chat mon mail. Comme ça, si vous pouvez me l'envoyer, ça me fera plaisir d'approfondir la lecture. All right. Merci encore une fois à Bernadette pour sa belle présentation. Dommage qu'elle n'a pas pu répondre à ma deuxième question sur comment est-ce que ces Wayans vivent et comment est-ce qu'ils arrivent à gagner leur vie s'ils ne dorment pas la nuit. Je mets des guillemets sur ne dorment pas la nuit. Ils sont toujours mobilisés. Parce qu'on ne peut pas ne pas dormir. Et puis, si on dort la nuit, comment est-ce qu'on peut être opérationnel en journée? La journée. Et pour pouvoir travailler et gagner sa vie. Mais bon, ce n'est que partie remise. Et merci à tout le monde. Merci aux organisateurs de cette rencontre internationale scientifique. Merci à tous les partenaires de ce projet. Ça a été pour moi un grand plaisir de modérer ce panel. Et on vous dit à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci à toi, professeur. Merci bien.